Quand j'étais à l'université, mon meilleur ami Miko et moi avons entendu une rumeur sur laquelle notre dortoir était hanté. Je n'ai rien vu pendant les 2 ans que j'y ai passé, alors j'étais sceptique. Je pouvais comprendre pourquoi la rumeur avait commencé. Le dortoir était plutôt effrayant et Miko était convaincu que c'était vrai. Un jour, j'ai placé une tasse de café chaud dans l'évier et j'ai dit: cette tasse se vide comme par magie, d'ici notre retour de l'école, je te croirai. Ouais, tu veux parier? Allez, tu parieras pas là-dessus parce que tu sais que tu vas perdre. Je suis arrivé à la maison, j'ai remarqué que Miko dormait. Cela semblait assez bizarre car il était normalement en train de jouer à des jeux ou à de cuisiner dans la cuisine. J'ai posé mon sac sur la table, j'ai remarqué la tasse dans l'évier. Je le savais, je me suis dit. Je commençais à verser le café lorsque mon téléphone a vibré. Pourquoi tu m'appelles? Je pensais qu'il avait peut-être laissé son téléphone à l'école. J'ai répondu: allô? Eh, mange sans moi ce soir si t'as faim. Je suis toujours au magasin pour acheter des provisions pour la semaine prochaine. J'ai pris du café et j'ai remarqué qu'on en avait presque plus. Oh, et j'ai essayé de chercher cette sauce verte là que tu mets dans tes hamburgers fait maison. Pas de chance, hein, cependant. Je cuisinerai ce soir, je devrais pas être trop long. À plus tard. J'étais confus. Mes yeux ont parcouru la pièce pendant que j'essayais de rassembler mes pensées. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Mais j'étais trop paniqué à ce stade. Non, non! Oh, ouais, j'espère que tu as faim. C'était tôt le matin et mon campus n'offrait pas de logement et j'habitais à environ 1 kilomètre de l'école, alors j'ai commencé mon voyage comme d'habitude tout en jouant sur mon téléphone. J'ai levé les yeux pour voir un vieil homme se diriger vers moi sur un vélo. Normalement je m'écarterais pour laisser passer les cyclistes et les skateurs, mais il a freiné à la place. Je me suis arrêté, me demandant s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'est approché de moi et m'a dit: t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. J'ai ressenti des frissons instantanément. Je ne savais pas quoi penser. J'allais se regarder avec une expression effrayée et confus. Je rassemblais mon courage pour lui dire que j'étais en retard pour le cours et que je devais y aller. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit: sors de l'herbe, en baissant les yeux. J'ai remarqué que j'avais fait un pas vers la route et sur l'herbe. Je suis descendu lentement, puis j'ai vu un homme marcher vers moi et je l'ai vu, il l'a dit: tu ne voudrais pas marcher sur des insectes ou salir tes chaussures, non, quand même, n'est-ce pas? Il a levé le doigt et m'a demandé mon nom. Je lui ai dit, et il a répondu: t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Les mêmes frissons ont parcouru mon corps à nouveau, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, l'homme a dit: sors de l'herbe! Tu ne voudrais pas marcher sur des insectes ou salir tes chaussures maintenant, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux pour voir que j'étais de retour sur le bord du trottoir. J'ai vu à nouveau l'homme. Ça devait être un déjà-vu. Il m'a demandé mon nom, une fois de plus. J'ai répété mon nom, mais il m'a interrompu avant que je puisse finir. Il m'a dit que ses petits-enfants étaient au bout de la rue et avaient besoin d'argent pour l'essence. Je lui ai dit que j'avais pas de monnaie de rechange, ni aucune monnaie du tout d'ailleurs. Il a continué à me demander à nouveau et je lui ai donné la même réponse. Finalement, je me suis dirigé vers mon école. Je me suis retourné pour voir s'il était toujours là, mais il avait disparu. Alors que je marchais, je me suis approché de l'intersection. Il y avait un camion sur le côté. Il a dû se renverser en tournant le coin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet été était horrible. Ma famille et moi étions allés dans une cabane que la plupart des gens utiliseraient pour des vacances d'hiver, mais ma famille n'était pas comme ça. La cabane était située au milieu de la forêt. Il n'y avait pas de service de téléphonie mobile, donc comme vous pouvez l'imaginer, j'étais énervé. Ma mère se plaignait toujours d'être isolée et confinée au confort de mon téléphone. J'ai toujours trouvé du réconfort dans mon téléphone, car être avec des gens qui me faisaient me sentir irrationnel était tout simplement bizarre. Mes parents n'ont jamais compris ça. Quoi qu'il en soit, ma petite sœur a 6 ans et jouait dans la forêt. Elle était un peu trop éloignée de ma vue et j'ai commencé à un peu m'inquiéter. J'ai crié son nom, mais je n'ai eu aucune réponse. Je suis alors allé dans la direction qu'elle a prise et je n'ai rien trouvé d'autre qu'un arc ensanglanté. Mes yeux sont écarquillés alors que je courais frénétiquement dans tous les sens. J'ai trouvé une traînée de sang qui menait aux parties les plus profondes de la forêt. J'ai hésité, mais rien n'allait m'empêcher d'aller sauver ma sœur. J'ai suivi la piste aussi loin qu'elle est allée. Après environ 1 heure, le sang s'est arrêté dans un trou. J'ai hésité à retourner le dire à mes parents, mais je ne pensais pas qu'ils me croiraient. Même si je disais que ma sœur avait disparu. Il est indéniable que mes parents pensaient que j'étais taré. Malgré ma peur, je n'ai pas abandonné. J'ai sauté dans le trou. Je suis tombé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, puis j'ai finalement touché l'eau. Mon visage s'est transformé en dégoût, alors que je trébuchais dans ce que je pensais être un égout, car il n'y avait pas de lumière. J'ai levé les yeux hors du trou et j'ai vu un petit point blanc. Je commençais à marcher, ça craquait sous mes pieds. Je n'ai pas prêté attention, car je pensais que c'était des feuilles mortes ou des bâtons qui étaient tombés dans l'égout. C'était jusqu'à ce que je tombe. Un liquide inconnu m'a éclaboussé de partout. Je me suis souvenu que mon téléphone était dans ma poche arrière. Je l'ai sorti et je l'ai éclairé sur moi-même. Le temps a semblé ralentir lorsque j'ai réalisé dans quoi je marchais. C'était une rivière de sang frais. Le sang m'avait complètement trempé. Je retins un cri
pour ne pas alerter les créatures à proximité. J'ai ensuite couru à travers la connexion des tunnels et refusé de m'arrêter, jusqu'à ce que j'entende un cri. Je commençais à entendre des pas derrière moi. Je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai éclairé ma lampe de poche. La lumière de mon téléphone s'est posée sur une silhouette lointaine. Elle avait l'air si petite. Alors c'était peut-être un chien ou un petit alligator qui s'était faufilé à l'intérieur. J'ai bêtement commencé à me déplacer vers elle et à mesure que je m'approchais, la silhouette a commencé à devenir plus claire. Je commençais à voir que ce n'était ni un chien, ni un alligator. Dès que je m'en suis rendu compte, je me suis arrêté net et j'ai regardé. Elle me ressemblait. Son corps était tordu, son dos tourné vers le sol et sa tête était tournée vers le haut et tournée vers moi. Ses jambes étaient normales, mais ses bras étaient aussi des jambes. Ça avait des dents déchiquetées, sa mâchesse qui restait de la tête de ma sœur. Puis j'ai vu la tête de mes parents à côté de lui. J'ai reculé sous le choc. Mon mutant fonça vers moi. Pris de panique, je tentais de m'enfuir, mais je glissais. Je me suis cogné la tête contre le rocher et je me suis évanoui. Ça s'est passé quand j'étais au collège. Techniquement, c'était en fait mon dernier jour au collège. C'était fin mai, et pour notre dernier jour, notre école organisait une sorte de journée de terrain où toute l'école jouait à un tas de jeux pour célébrer la fin de l'année scolaire. À l'époque, j'étais un enfant assez actif, mais malheureusement, en raison d'une récente commotion cérébrale, je n'ai pas pu participer à aucun jeu de toute la journée. J'étais assez déçu, oui. Cependant, j'ai amené ma DS, et j'ai rapidement choisi de m'asseoir dans l'une des salles de classe et de jouer à ça. Comme je veux dire, il n'y avait pas vraiment autre chose que je pouvais faire. Aucun des professeurs ne semblait s'en soucier, alors j'étais là, tout seul dans la classe pour mon cours de sciences, en train de jouer à ma DS. Dans ce temps, les autres enfants ont pu jouer à des jeux dans le gymnase de l'école. C'était une sensation étrange d'être seul dans cette salle de classe. Je sais pas vraiment comment expliquer. Jusque-là, je ne crois pas avoir été jamais complètement seul dans une salle de classe. Faut savoir que les professeurs qui ne surveillaient pas les enfants dans le gymnase étaient dans une salle de l'autre côté de couloir en réunion. Je dirais que je jouais sur ma DS depuis à peine 1 heure quand ma prof d'anglais, mademoiselle Allen, s'est précipitée vers la porte de la classe et l'a fermée de l'extérieur. Rien dit, j'ai donc pensé qu'elle voulait juste s'assurer que je n'entende pas ce que disaient les profs de l'autre côté du couloir. Oubliant tout ça, je suis retourné jouer sur ma DS et quelques minutes plus tard, la porte de la classe s'est ouverte. Je m'attendais à voir l'un des professeurs entrer pour voir comment j'allais, mais non. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré dans la salle et a fermé la porte derrière lui. Le type devait avoir au moins la cinquantaine, alors j'ai simplement supposé qu'il s'agissait du père d'un enfant. C'était pas rare que des parents viennent à l'école pour apporter leur déjeuner à un élève, alors je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un. Il a répondu non, d'un ton qui semblait presque offensé que je pose cette question. Sans que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, le type a commencé à marcher vers moi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et c'est à ce moment-là qu'il a soulevé sa chemise, révélant une arme de poing à sa ceinture. Il a poursuivi en disant « Écoute gamin, je vais avoir besoin que tu viennes avec moi, ou alors je te tue. » Le type a dit cela sur le ton le plus insouciant que j'ai jamais entendu, et cela ajouté au fait que je n'avais jamais vu d'arme en personne auparavant m'a instantanément submergé de pure peur, avant que je puisse pleinement comprendre le danger de la situation dans laquelle je me trouvais. Le type a fermement attrapé mon poignet et a commencé à me tirer vers la porte de la classe. Mais avant que nous n'entrions dans le couloir, le son assourdissant de l'alarme de verrouillage de notre école a commencé à se déclencher. Le gars a immédiatement lâché mon poignet et s'est mis à courir dans le couloir et à travers une sortie arrière. Je suis resté là, sous le choc pendant une seconde, mais je suis finalement retourné dans la salle de classe. Je sais pas exactement combien de temps s'était écoulé lorsque Madame Allen est revenue à la salle et m'a dit qu'elle ne voulait pas m'effrayer, mais qu'il y avait eu un intrus dans le bâtiment et qu'un confinement désormais terminé avait eu lieu. J'ai parlé de l'homme, elle m'a immédiatement amené devant un policier qui était déjà sur les lieux pour lui expliquer ce que j'avais vécu. Il s'avérait que l'homme était la raison pour laquelle l'école avait été confinée en premier lieu. Censé être en train de faire du repérage, il avait passé toute la matinée à surveiller l'école lorsqu'il était vu s'approcher du bâtiment lui-même. Quelqu'un a appelé la police qui a entraîné le confinement. L'homme a ensuite été attrapé et a ouvertement admis qu'il avait essayé de faire peur aux enfants pour qu'ils montent dans sa voiture afin de les kidnapper. Et cette réalité me fait encore horreur aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour sans que je ne sois reconnaissant que l'alarme de l'école soit déclenchée à ce moment-là. OnlyFans était autrefois une plateforme très populaire. C'était un endroit où les mannequins pouvaient gagner beaucoup d'argent en publiant des vidéos et des photos pour leurs fans. C'était peut-être encore le cas pour les mannequins très populaires, mais pas pour moi. J'utilise cette plateforme depuis des années, mais je n'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. J'ai toujours réussi à survivre. Récemment, les choses ont empiré. Mon nombre d'abonnés diminuait et je gagnais à peine de quoi payer mes factures. Je vais faire quelque chose pour gagner de l'argent rapidement. Et un jour, un abonné m'a envoyé un message qui m'a donné une idée brillante. Pourquoi ne pas combiner mon amour pour les films d'horreur avec mon compte OnlyFans? Je pourrais créer des histoires d'horreur que mes abonnés pourraient payer pour regarder. Voyez-vous, j'avais déjà mentionné mon amour pour les histoires d'horreur sur ma page OnlyFans et certains de mes fans fidèles savaient toujours que je les aimais. J'aimais tout ce qui touche à l'horreur. Pourquoi ne pas utiliser l'amour pour l'horreur pour gagner un peu d'argent supplémentaire?
C'est un modèle commercial unique dont vous pourrez tout à fait tirer profit. Des films d'horreur séduisants auxquels seuls vos abonnés, comme moi, ont accès. J'ai lu le message encore et j'ai finalement eu un déclic. C'est exactement ce que je vais faire. Je créerai des histoires d'horreur pour que mes fans puissent en profiter contre rémunération. Les premiers films étaient vraiment basiques, juste quelques plans de films effrayants et tremblants associés à ma nature séduisante. Mais bientôt, j'ai décidé de monter la barre et de rendre les choses plus interactives. Je commençais à filmer avec d'autres personnes et nous jouions des scènes d'horreur tirées de fantasmes de certains de mes abonnés. Les choses se passaient vraiment bien au début, mes abonnés adoraient le nouveau concept et je gagnais plus d'argent que jamais auparavant. Mais un jour, les choses ont pris une tournure pire. C'est le jour où j'ai reçu un autre message de l'abonné d'origine. Et j'étais tellement excité, si content. Il me dit: pensez-vous que je pourrais faire partie de l'un de vos films d'horreur? J'ai de bonnes idées. J'ai répondu simplement, sans trop y penser. Je veux dire, quel mal cela pourrait-il faire? Mais je ne savais pas que ce fan avait quelque chose de bien plus sinistre en tête. Nous sommes rencontrés pour la première fois dans un Starbucks de ma ville. En m'asseyant à la table, j'ai remarqué que l'homme en face de moi était légèrement potelé avec une barbe négligée. C'était certainement un peu maladroit, mais il n'était certainement pas mon genre non plus. Mais je ne voulais pas être impoli. Nous avons discuté un peu, il m'a fait part de certaines de ses idées pour le film. Elles étaient toutes très sombres et tordues, et je dois admettre qu'elles m'ont donné des frissons. Mais c'est vraiment ça l'horreur, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de matériel de photos coûteux, nous pourrons utiliser mon appartement pour filmer. Je suis proprio à temps partiel, j'ai donc un appartement vide que nous pourrions utiliser. J'y ai réfléchi un peu, ses idées étaient bonnes, son offre était tentante, mais quelque chose en moi me disait que c'était pas bien. J'avais un mauvais pressentiment à propos de toute cette affaire, mais je pouvais pas m'en débarrasser. Pourtant, j'ai fini par dire oui, grosse erreur. Nous avons commencé le tournage le soir même et les choses se passaient bien au début. Le mec avait en fait une installation vraiment cool et tout le processus se déroulait bien, jusqu'à ce que je reçoive une notification sur mon téléphone. Hein? Pourquoi tu diffuses ça sur OnlyFans? Je pensais qu'on faisait un film. J'ai regardé le message sur mon téléphone, confus. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tout va bien? Il nous reste encore quelques scènes. Est-ce qu'on est en train de diffuser ça, Darren? Alors que je fixais, un changement s'est produit sur son visage. La colère remplissait chaque recoin de son être et il claqua sa main sur la porte de l'appartement. Qui t'a dit que je diffusais ça? Avant que je puisse répondre, il s'est jeté sur moi et tout est devenu noir. Je me suis réveillé attaché à une chaise, avec une lumière vive qui brillait sur mon visage. J'ai plissé les yeux à cause de la lumière, essayant de voir où j'étais. On a dit que j'étais dans une sorte de sous-sol, et puis je l'ai vu. Darren. Il était assis sur une chaise en face de moi, tenant mon téléphone. Maintenant, le vrai film d'horreur va commencer, ma douce. Mon chaton, mon modèle. Tu vas être la star d'un vrai film d'horreur, ma chérie. Je vais te libérer maintenant. Essaye de t'échapper si tu peux. Il m'a libéré de la chaise et j'ai essayé de courir, mais il était déjà derrière moi, sa main enroulée autour de mon cou. Il m'a jeté au sol tout en tenant sa caméra en la pointant sur moi. Et... action. Je me suis relevé en titubant et je me suis enfui de lui, mais il était juste derrière moi, riant de façon maniaque tout le temps. Il m'a poursuivi à travers le sous-sol et je pouvais entendre sa respiration lourde alors qu'il marchait vers moi. Je savais pas ce qu'il faisait. J'étais sur le point d'abandonner. Je me suis arrêté en titubant, mais je l'ai entendu halter derrière moi, un couteau dans la main, alors qu'il courait avec la caméra dans l'autre. Où crois-tu que tu vas? Le spectacle ne fait que commencer. Je me suis retourné pour lui faire face, c'est là que je l'ai vu. L'éclat du couteau dans la lumière, la folie dans ses yeux, puis il était sur moi, me poignardant encore et encore, alors que je criais à l'aide. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il me tenait près de lui, alors que je saignais. La caméra continuant de tourner tout le temps. Quand je me suis réveillé, j'étais à nouveau attaché à une chaise. Je me sentais engourdi partout et ma vision était floue. J'entendais la voix de Darren, mais elle semblait lointaine. Heureusement que je me suis pas trop laissé emporter, n'est-ce pas? Nous avons encore besoin d'une vidéo promotionnelle, n'est-ce pas, ma douce? J'ai vu le visage maladif de Darren devant moi, un sourire s'étalant sur ses grosses joues alors qu'il me regardait. En baissant les yeux, j'ai vu mon corps ensanglanté, grossièrement bandé pour tenter de me maintenir en vie. Il se tenait au-dessus de moi, son sourire sur le visage et une caméra toujours dans sa main alors qu'il gloussait devant moi. Et il me narguait, encore et encore, se moquant de moi à chaque fois que je me sentais dérivé vers le bord de la réalité. Je pouvais me sentir disparaître, me sentir glisser à mesure que je me conformais à ses exigences. Je pouvais me sentir tomber. Mais cela n'a plus d'importance. Ne t'en fais pas, la douleur va bientôt partir. Mais je peux faire en sorte que ce soit pire si tu n'écoutes pas ce que je te demande de faire. Maintenant, si vous regardez ça, ça veut dire que Darren a upload la vidéo. Et ce que vous voyez actuellement est mon dernier film d'horreur.
Je suis le gérant des appartements Haro depuis plus de 10 ans. L'immeuble a la réputation ternie et est connu parmi les livreurs comme un endroit où des choses étranges se produisent, et d'ailleurs souvent dans l'ascenseur. Certains disent qu'il est hanté, d'autres disent qu'il est maudit. Quoi qu'il en soit, c'est mon travail de faire en sorte que tout se passe bien, ou du moins aussi bien que possible dans un endroit comme celui-ci. Les rumeurs ont commencé il y a des années, mais les incidents qui ont cimenté l'infamie d'Haro étaient difficiles à écarter. Le premier a été le plus choquant. Un jeune livreur, peut-être dans la vingtaine, est entré dans l'ascenseur avec un sac de nourriture. Les images de vidéosurveillance l'ont montré regardant nerveusement autour de lui dès que les portes se sont fermées. Il a semblé entendre quelque chose, puis ses yeux se sont agrandis d'horreur. Sans prévenir, il a pris feu. Combustion spontanée, comme on dit. Un instant il était là, l'instant d'après, il a disparu dans un incendie. Comment quelqu'un peut-il simplement prendre feu? Deuxième incident n'était pas plus facile à expliquer. Un autre livreur, un homme plus âgé, cette fois, entra dans l'ascenseur. Les images le montraient, se tenant la poitrine dès que les portes se fermèrent. Il trébucha, haletant, et s'effondra. Un accident vasculaire cérébral, dit le médecin, mais le moment était étrange. Puis il y en eut un troisième, une femme, livrant des courses. Elle entra dans l'ascenseur, et dès que les portes se fermèrent, elle se mit à crier. Apparemment, il y aurait eu quelque chose d'invisible dans le coin. Elle frappa aux portes, suppliant qu'on la laisse sortir. Puis elle tomba au sol, morte d'une crise cardiaque. Ces incidents n'arrivent jamais aux résidents, seulement aux livreurs. Et pas à tous les livreurs, juste à certains. Puis il y a eu Bruce. Bruce était jeune et insouciant, extraverti. Il me faisait un high five chaque fois qu'il livrait à l'un des résidents. Nous avions déjà parlé de l'infamie des ascenseurs auparavant, mais Bruce était l'un de ceux-là. Il était de ceux qui ne croyaient pas aux histoires. Jeune et effronté, il rejetait les avertissements comme superstition. C'était juste un vieux bâtiment, il ne m'arrivera rien, à moins que les fils de l'ascenseur ne cassent. Et ce jour-là, il est entré dans l'ascenseur avec un sac à plat à emporter. Je n'étais pas à la réception, mais j'ai vu les images plus tard, grâce aux enregistrements de vidéosurveillance. Il a appuyé sur le bouton du 10e étage, mais l'ascenseur s'est arrêté, après quelques secondes de montée. Déconcerté, il appuya rapidement sur d'autres boutons, mais rien ne se passa. Les images de vidéosurveillance le montraient debout, perplexe, quand il s'est soudainement affaissé, mais resté debout. Un peu comme dormir tout en étant debout. Ce que j'ai vu ensuite, je veux dire, je ne crois pas aux esprits et à tout ça, mais je l'ai vu soudainement léviter dans les airs, pendant quelques secondes avant de s'effondrer. Bruce s'est réveillé et a appuyé frénétiquement à nouveau sur les boutons. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur alors qu'il se tournait vers un coin de l'ascenseur. Il a commencé à crier et à frapper aux portes. Son visage s'est tordu de peur. Et puis pendant une fraction de seconde, les images ont montré une silhouette sombre, presque invisible dans le coin. Bruce l'a vu aussi et s'est figé. Puis la caméra a eu un problème et l'écran est devenu noir. Lorsque les images ont repris, Bruce avait disparu. Il était entré dans l'ascenseur mais ne l'avait jamais quitté. Il a disparu sans laisser de traces. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet ascenseur? La légende remonte à la construction du bâtiment pendant la Grande Dépression. Les travaux ont été interrompus au 21e étage lorsque les fonds se sont taris. Les ouvriers soudainement au chômage ont dû faire face à la faim et au désespoir. L'un d'eux, désespéré, a sauté du 21e étage dans la cage d'ascenseur. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et lorsque les travaux ont repris 2 ans plus tard, personne n'a pris la peine de vérifier s'il n'y avait pas de corps au fond des décombres dans la cage. J'en suis venu à croire que les esprits des ouvriers hantent l'ascenseur. Peut-être s'agit-il d'une vengeance ou peut-être de quelque chose de plus sinistre. Un esprit semble cibler uniquement ceux qui transportent de la nourriture. Peut-être un cruel rappel de sa propre faim et de son désespoir. J'ai essayé de faire inspecter l'ascenseur, mais chaque fois que les techniciens viennent, ils ne trouvent rien d'anormal. C'est comme si ce qui hante l'ascenseur sait quand il est surveillé. Les habitants ont leurs théories. Certains disent que l'esprit de l'ouvrier est piégé, revivant sans cesse ses derniers instants. D'autres pensent que c'est une malédiction, que quiconque entre dans l'ascenseur avec de la nourriture est condamné. Je ne sais pas qui croire, mais je sais une chose, l'ascenseur n'est pas sûr. J'ai pensé à arrêter, mais quelque chose me retient ici. Peut-être est-ce l'espoir de trouver un moyen de mettre fin à la malédiction, de mettre l'esprit en paix. Ou peut-être est-ce la peur qu'en partant, je ne sache jamais ce qui s'est réellement passé. J'étais livreur il y a quelques années, cet incident s'est produit lors de ma dernière livraison de nourriture. J'étais en train de conduire mon scooter dans un autre samedi soir, à éviter les flaques d'eau et les personnages louches. Tout cela pour quelques dollars supplémentaires. Si survivre dans ce monde était difficile, c'était encore plus difficile ici à New York. Je me suis arrêté au restaurant, qui était un vieux restaurant chinois emporté que je n'avais jamais rencontré auparavant. Un petit homme chauve est sorti de la cuisine avec un colis. L'endroit puait la viande pourrie et j'ai sérieusement remis en question leur hygiène et la qualité de la nourriture. En me tendant le colis, l'homme m'a dit qu'il devait être livré à une adresse appelée Meyer House. Le vieil homme m'a regardé avec un regard vide et a dit: « Livrez-le rapidement avant minuit, et ne toquez pas. »
Laissez-le sur le pas de la porte. Dois-je passer un appel ou quelque chose pour faire savoir au client que j'ai... Vous ne voudriez pas déranger Madame Myers, croyez-moi. Ok, pas de problème, c'est pour votre bien. L'homme revint dans la cuisine et je ne pus m'empêcher de penser à quel point cette livraison était étrange. Le GPS me conduisit sur une route abandonnée. Bientôt, une forme sombre se matérialisa dans l'obscurité. Une maison délabrée, aux fenêtres condamnées, me fixant comme des yeux sans vie. Malgré l'air épais et humide, je sentis un frisson me parcourir le dos. Je revérifiai l'adresse, elle correspondait bien. Une faible lumière éclaira le porche sombre. Il n'y avait pas de sonnette. J'hésitai un instant, puis frappai à la lourde porte de chêne. Le son coupa à travers le silence épais, mais il n'y eut pas de réponse. J'essayai encore quelques fois, de plus en plus frustré. Au moment où j'allais abandonner, la porte s'ouvrit en grince. Le visage partiel d'une vieille femme apparut dans la fente. Ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité. D'une voix rauque, elle murmura: « T'a-t-il pas dit de ne pas frapper ?» Il l'a fait, mais il fait si sombre ici, je voulais pas laisser la nourriture sans surveillance. On dirait que tu es différent des autres. Je lui ai tendu le paquet et ses doigts osseux ont effleuré les miens, alors qu'elle le prenait. Son toucher était froid et effrayant. Juste à ce moment-là, un fort coup de tonnerre a éclaté à l'extérieur et une forte pluie a commencé. Je me suis murmuré à voix basse: « Bon sang, maintenant je dois rentrer par ce temps. » Eh bien, tu peux attendre ici. Peut-être prendre un verre de vin jusqu'à ce que la pluie se calme. Un verre de vin ferait pas de mal. Alors je suis rentré. L'intérieur était un changement complet par rapport à l'extérieur effrayant. Un feu rugissant crépitait chaleureusement dans un grand âtre en pierre, projetant une lueur chaleureuse sur un salon luxueux. Elinor s'est présentée en s'excusant et m'a demandé de dîner avec elle. Pendant que je mangeais, Elinor a parlé du temps et de la ville. Ses yeux, la seule partie de son visage était éclairée par le feu, brillaient d'une lueur ambrée inquiétante. Une sensation étrange a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale. Après avoir fini la dernière bouchée, un étrange vide s'est installé dans mon estomac. « Merci !» ai-je dit en repoussant l'assiette. C'était délicieusement différent. Je n'avais aucune idée que le service de ce restaurant était aussi bon. Nord gloussa, laissant sortir ses dents tordues, et dit: « Oui, les gens jugent souvent à l'apparence physique. Quoi qu'il en soit, il était temps de passer au dessert. » Je passai ma main sur mon ventre plein et lui dis que je n'avais plus de place pour le dessert. Et c'est là que son visage changea. Elle sourit et prit un couteau à steak bien aiguisé en disant: « Le dessert et pour moi, chérie. Je suis heureuse que le restaurant ait envoyé un homme blanc après si longtemps. Je suis encore plus heureuse que tu aies frappé à la porte. » Une vague soudaine de vertige me frappa. Ma tête tourna et la chaleur du feu se transforma en écho. C'était une chaleur écrasante. La panique me monta à la gorge. J'essayais de me lever, mais mes jambes étaient comme du plomb. Elinor s'avança vers moi, avec une faim troublante et un sourire cruel. Elle n'était plus fragile. « Je vais te déguster lentement. Je te le promets. » Ouais, ce n'était pas juste un mauvais plat à emporter, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Sous l'effet d'une poussée d'adrénaline, j'ai attrapé un lourd chandelier en laiton sur une table voisine. Tandis qu'Elinor se précipitait, j'ai balancé le chandelier, la frappant d'un craquement écœurant. Lorsqu'elle s'effondrait sur le sol, un grognement bas et inhumain s'échappait de ses lèvres. Elle essaya toujours de me tendre la main. Profitant de ce répit momentané, j'ai trébuché vers la porte avec la vision floue. Mes mains ont cherché à tâtons la poignée, trouvant enfin l'appui. J'ai claqué la porte, je me suis précipité sous la pluie, mes poumons criant pour respirer. Je n'ai pas regardé en arrière, je me suis pas arrêté. Jusqu'à ce que les contours déchiquetés de la civilisation réapparaissent, scintillant comme un mirage au loin. J'ai vu une voiture arriver et toutes mes forces j'ai agité les bras, puis je me suis évanoui sur la route boueuse. Plus tard à l'hôpital, les médecins ont été déconcertés par mes divagations incohérentes au sujet d'une vieille femme qui essayait de me manger. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des roufises dans mon estomac et je pensais que cela venait du vin, car Elinor et moi avons mangé la même nourriture. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le restaurant où j'ai récupéré la commande d'Elinor a disparu de la surface de la Terre. Il était nulle part dans le GPS. Je suis sûr que des restaurants clandestins sont disséminés dans toutes les grandes villes comme New York et Paris, et qu'ils comblent en secret les envies nocturnes de ces cannibales. C'est arrivé quand j'étais à l'université, j'habitais à Isla Vista, une communauté étudiante connue pour être une école de fête, et elle était à la hauteur de sa réputation. J'aime faire la fête, mais putain, ces gens c'était des tarés. En tant que tel, il y avait beaucoup d'étudiants qui se mettaient dans des situations dangereuses, buvant beaucoup trop, faisant pas attention, oubliant de verrouiller les portes, etc. Il y avait une ambiance très isolée, et quiconque traînait dans les parages qui n'était pas en âge d'aller à l'université avait immédiatement l'air chelou. Un soir, après avoir bu quelques verres, je suis rentré chez moi dans ma petite maison où je vivais avec mes deux colocs. Il était probablement vers 2h30 du matin, nous étions tous des étudiants sérieux et quand nous faisions la fête, ce n'était pas la méga fête typique, plutôt une petite réunion entre amis. Nous avions souvent quelques personnes qui passaient la nuit, dormant sur nos meubles et nos lits, selon les cas. Cette nuit-là, mes colocs avaient invité quelqu'un que je connaissais pas et j'ai vu que cette personne dormait sur le canapé. Il n'allumait aucune lumière parce que je voulais pas réveiller. Alors que je passais devant le canapé pour entrer dans ma chambre,
J'ai remarqué que la silhouette était allongée, très raide. Il dégageait une étrange atmosphère. Je savais pas quoi faire. Je mettais toute mon énergie à rester aussi immobile que possible. Je suis arrêté et le type a rapidement tourné la tête vers moi, sans bouger ses membres. C'était si rapide, ça m'a fait sursauter. Je pouvais voir ses grands yeux ouverts briller dans le noir. Pensant que je l'avais peut-être surpris, ou peut-être qu'il était ivre, ou peut-être sous l'effet d'une sorte de stimulant et qu'il était incapable de dormir, je me suis précipité dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Le type me rendait nerveux et je voulais prendre aucun risque. Finalement, je me suis endormi. 2 heures plus tard, je me suis réveillé. Il y a eu un bruit étrange à la porte, presque comme si quelqu'un tambourinait ses doigts contre le bois. Je restais allongé et j'écoutais. Et il y a eu d'autres bruits, comme si quelqu'un grattait la porte avec ses doigts de plus en plus fort. Il était clair qu'il utilisait ses 2 mains et grattait aussi vite et fort que possible. Ça créait un son extrêmement fort et intimidant qui me remplit de peur. J'ai attrapé mon téléphone, envoyé un texto à ma coloc. « ton ami me fait flipper, il est drogué ou quoi? Tu peux sortir et lui parler ?» Il frappe et gratte à ma porte. Bon, elle n'a pas répondu, probablement parce qu'elle dormait. J'ai envoyé donc un texto à mon autre coloc, mais le résultat final fut le même. Gardez à l'esprit que le grattage durait depuis quelques minutes à ce stade. Je n'ai aucune idée de comment il a pu le maintenir d'ailleurs. Gratter une porte en bois avec ses ongles ne doit pas être si agréable. Il a aussi attrapé la poignée de porte et essayé de la tourner. Comme aucun des deux n'a répondu, j'ai décidé de les appeler et de les réveiller. Je sais que ça a l'air idiot, mais il y avait quelque chose de vraiment horrible à se faire taquiner comme ça à travers une porte. Je savais qu'il essayait de m'effrayer et je me sentais comme un petit enfant. Mais je pouvais dire que ce type cherchait quelque chose et peut-être qu'il fallait appeler la police. Je voulais cependant mettre mes colocs au courant car c'était l'un des amis quoi. Et les grattements ont cessé brusquement. J'ai appelé ma colocataire qui a répondu d'une voix fatiguée. Allô? Et ton ami il est un peu taré non? Tu peux t'en occuper s'il te plaît? Il me fout une trouille d'enfer et gratte à la porte de ma chambre. Elle n'a rien dit en plusieurs secondes, et quand elle a parlé, elle a dit quel ami? Le type qui dormait sur le canapé. On n'avait pas de gars à la maison ce soir, appelle la police, tout de suite. Mon adrénaline a atteint son paroxysme. Avant de raccrocher, je lui ai dit de verrouiller la porte de sa chambre au plus vite. Je me suis rendu compte que je n'avais pas entendu de grattement depuis un moment, que je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait le type. Tout à coup, j'ai entendu un grand bruit à l'autre bout de la maison, là où mes colocs, Lorraine et Monica, partageaient une chambre. Les coups ont été suivis par des cris. J'ai rapidement composé le numéro de la police alors que ce maniaque se mettait à frapper contre la porte de la chambre de ma coloc. Heureusement, il l'avait verrouillée. Attends. La force des coups ne laissait aucun doute sur le fait qu'il essayait de défoncer la porte. J'ai expliqué la situation à l'impératrice et ils ont dépêché 2 voitures de patrouille. La police a généralement l'habitude de décoller les ivrognes du trottoir et de disperser les bagarreurs de fraternité. Mais là, c'était sérieux. Et je pense que celle au téléphone savait à quel point j'étais terrifié par mon ton. Elle est restée du coup en ligne avec moi. À un moment donné, les coups ont cessé et tout est resté silencieux pendant un moment. Quand soudain, j'ai baissé les yeux et j'ai vu que l'intrus avait glissé ses doigts dans l'espace d'1 pouce entre le bas de ma porte et le sol et il les remuait un peu en faisant ce bruit bizarre de grognement. J'ai crié et j'ai reculé, ce que j'ai immédiatement regretté. Avec le recul, ça aurait été tellement génial si j'avais juste piétiné ses doigts et il aurait entendu hurler de douleur. Quand les flics sont arrivés, je l'ai entendu courir et le bruit de notre porte coulissante en verre s'ouvrant et se fermant. Il était parti et les flics ne l'ont jamais attrapé. La porte de ma chambre était couverte de ces énormes entailles qu'il avait faites avec une paire de ciseaux qu'il avait jeté par terre avant de partir. Ce qui me terrifie le plus dans tout ça, c'est que je suis passé juste à côté de lui et je l'ai regardé droit dans les yeux et je réalise maintenant qu'il n'essayait pas de dormir. Il m'a probablement entendu ouvrir la porte et a paniqué parce qu'il n'avait pas réalisé que quelqu'un d'autre vivait là. Il était allongé, raide, parce qu'il essayait de se fondre dans le canapé. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à dormir ici. Avant de me rendre à mon collège pour les cours, j'aime me réveiller vers 5h du matin pour faire un jogging matinal rapide. Ça m'aide à me vider la tête et m'aide certainement à me réveiller pour pouvoir me concentrer en classe. Au début, c'était très pénible, mais avec le temps, je m'y suis habitué et c'est maintenant un moment fort de ma journée. Cependant, au fil du temps, je me suis senti assez mal à l'aise, pas au sens physique du terme, mais plutôt comme si mon instinct de combat ou de fuite commençait à se manifester de manière apparemment aléatoire. Je tournais la tête pour voir si quelqu'un me suivait ou même me jetait un œil dans le parc boisé dans lequel je courais, mais je voyais personne. Le fait qu'il faisait sombre n'aidait pas non plus, donc même si quelqu'un rampait dans le noir, je n'avais aucun moyen de le savoir. En mesure de précaution supplémentaire, j'ai commencé à transporter du gaz lacrymogène afin de repousser d'éventuels agresseurs, mais au fil du temps, cette sensation étrange s'est accentuée et je n'ai plus pu me résoudre à courir. Un ami à moi, Daniel, qui se proclame coureur, m'a dit que je ne devrais pas m'en inquiéter. Il m'a dit que l'esprit se joue des tours quand il ne voit pas clairement les choses, surtout dans le noir. Pour m'avoir rassuré, j'ai décidé d'abandonner et j'ai décidé de faire à nouveau un jogging. Alors aujourd'hui, comme tous les autres jours, j'ai enfilé un legging noir, attaché mes cheveux en queue de cheval, mis mes baskets et mis le volume de ma musique à fond. Et je suis sorti. Je me sentais fantastique au début et j'aimais la brise fraîche à l'air vif du matin, mais ensuite à peu près à mi-chemin de mon jogging, une grande silhouette encapuchonnée est apparue sur le chemin devant moi. J'ai rapidement sorti mon spray au poivre et j'ai crié à la personne de partir. Personne n'a rapidement baissé sa capuche, révélant qu'il s'agissait de Daniel. Je soupirais de soulagement lorsqu'il s'approchait et je ris de voir à quel point c'était drôle que nous suivions le même chemin. Je lui exprimais que je me sentais plus en sécurité en le sachant à proximité. Daniel, cependant, s'approcha un peu trop et me fit un sourire en coin. Il dit que
Bien sûr, j'étais en sécurité avec lui, comme je l'avais apparemment été avec lui pendant des semaines. Je compris rapidement ce qu'il voulait dire, alors que ses mains commençaient à se faufiler autour de ma taille. Je lui hurlais de me laisser partir et m'apprêtais à l'asperger, mais il me l'arracha des mains et commença à m'attraper par la gorge. Avec des cris tendus, je le suppliais de me laisser partir et demandais à quelqu'un de m'aider. Il me hurla dessus et resserra son étreinte, me demandant pourquoi je n'étais pas reconnaissante de son regard vigilant depuis plusieurs semaines. J'étais stupéfaite du changement complet de personnalité par rapport à l'ami autrefois doux que je connaissais. Très vite, j'ai commencé à m'évanouir et à m'affaiblir. Mais juste avant de m'évanouir, j'ai entendu des aboiements de chiens et un homme plus âgé qui hurlait à Daniel de me laisser partir. Pris de panique, il m'a libéré et a couru dans les bois. J'ai eu du mal à respirer avant de me mettre à sangloter, tandis que l'homme m'escortait hors du parc et m'emmenait directement au commissariat. Et malgré mes craintes et mes réserves, je leur ai dit tout ce que je savais sur Daniel, ou ce que je pensais savoir et ce qu'il m'avait fait. Ils ont immédiatement envoyé une voiture de patrouille et m'ont dit que tout irait bien. Le lendemain, j'ai appris que Daniel ne s'était jamais présenté en cours. Il avait été arrêté plusieurs heures plus tard après que j'ai quitté le commissariat et avait tout avoué avec une dose d'autosatisfaction dégoûtante. Il a été enregistré en train de dire « Elle avait besoin de moi, je suis seul à pouvoir la protéger. » Qui sait ce qui pouvait se cacher dans ces bois? Il m'a fallu un certain temps pour me sentir à l'aise à l'idée de retourner à l'école, et même là, ma confiance envers les gens n'a plus jamais été la même. Je suppose que même ceux dont tu étais proche peuvent craquer comme ça, à tout moment. Je m'appelle Charlie, j'avais l'habitude de fumer beaucoup de vous savez quoi quand j'étais adolescent, mais c'est devenu très fade et ennuyeux. Mais je me suis aussi dit de ne pas essayer d'autres drogues à l'école. Mon amie Christine m'a dit qu'elle avait entendu dire que la meilleure herbe était sur le dark web. Je connaissais un peu le deep et le dark web, mais je pensais que les drogues seraient plus orientées et un peu trop hard. Et peut-être que je ne savais pas autant que je le pensais finalement. Mon amie m'a rejoint plus tard et m'a dit qu'elle m'avait commandé de l'herbe environ une semaine plus tard. J'étais seul à la maison un vendredi soir quand soudain quelqu'un a frappé à ma porte. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas et j'ai vu un type avec un t-shirt noir, une casquette noire des Yankees avec des lunettes de soleil. Cela ressemble à une boîte dans ses mains. J'ai été immédiatement sceptique car il était 21h. Il n'avait plus besoin de lunettes de soleil la nuit et personne ne livrait de colis à cette heure-là. Je n'ai rien dit parce que je pensais qu'il allait simplement s'en aller. J'ai appelé Christine pour lui demander combien de temps cette commande prendrait et elle m'a répondu environ une semaine. Je lui ai dit qu'il y avait un homme devant ma porte avec un colis, ça pourrait être lui. Elle m'a demandé pourquoi quelqu'un se tiendrait devant ma porte avec de l'herbe. Puis tout d'un coup, j'ai entendu « Hey Charlie, j'ai ton colis, je sais que tu es à la maison, je te vois à travers la fenêtre !» J'ai retourné. Et cet homme se tenait sur la terrasse de mon porche arrière, en train de regarder à travers les fenêtres coulissantes. Je suppose que ce type est passé de ma porte d'entrée à mon porche arrière, parce que je ne répondais pas à la porte. J'ai dit à mon amie, et elle m'a dit d'appeler la police. J'essayais ensuite d'entrer par l'arrière en jouant avec la poignée de porte. J'ai raccroché au nez de mon ami et j'ai appelé les flics. J'ai couru hors de vue de ce type, et je l'ai plus entendu environ 5 à 10 minutes plus tard, et la police est arrivée. Cette boîte était devant ma porte arrière. Il y avait écrit dessus « Tu as de la chance ». Il n'y avait rien dans la boîte, à part du papier. Après ça, je n'ai plus jamais parlé à mon amie Christine parce qu'honnêtement, je lui faisais pas confiance. Je pensais qu'elle essayait de me piéger. Chaque fois que quelqu'un évoque le dark web ou même le deep web, soit je change de sujet, soit je me tais. J'y allais de temps en temps, mais après cette situation, je l'ai plus jamais fait. Salut les gars, je m'appelle Sid. Si vous habitiez dans mon quartier quand j'étais enfant, vous me connaissez peut-être comme le mauvais garçon, celui qui portait un t-shirt avec un crâne et celui avec un chien tueur féroce. Mais toutes les histoires ont deux versions, sauf que personne n'a jamais voulu entendre la mienne. En fait, j'ai toujours été un très bon garçon. Oui, je me suis toujours battu avec ma sœur parfois, en faisant des crises de colère dans la rue, mais quel enfant ne fait pas ça? Je portais un t-shirt parce que j'aimais la musique rock et j'ai coupé mes cheveux parce que ma famille n'avait pas d'argent pour m'envoyer chez le coiffeur, alors ils me les ont coupés. Les gens à l'école me traitaient très mal à cause de mon apparence, c'était comme s'ils avaient peur de moi. J'ai vraiment essayé de me faire des amis à plusieurs reprises, mais tout le monde est toujours resté loin de moi. Heureusement, j'avais un meilleur ami qui ne me jugeait jamais et était toujours à mes côtés, mon chien. Mes parents n'étaient presque jamais à la maison, donc c'était le seul à me tenir compagnie tous les jours. Bref, il s'amusait bien chez moi. Je jouais toujours avec mes jouets quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin, alors j'avais l'habitude de faire des opérations chirurgicales avec mes jouets, de les fusionner et de faire des expériences avec eux. J'avais pitié quand je les cassais, mais une fois ma mère m'a dit qu'ils ne ressentais pas la douleur, donc à partir de ce jour, cela me dérangeait pas de les casser, car ce serait une bonne excuse pour essayer de les réparer. Malgré la situation de ma famille, tout allait très bien, mais un jour fatidique, tout allait changer. Un jour, j'étais avec un nouveau jouet que j'avais trouvé, c'était un Buzz l'éclair, comme celui de la télé. J'ai prêt à le lancer dans l'espace où il devait être, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Les jouets de ma maison ont pris vie. Ils étaient partout, dans la boue, dans le bac à sable, ils se levaient tous et marchaient vers moi, comme des zombies. À ce moment-là, Woody, un autre de mes nouveaux jouets, m'a regardé avec un air terrifié et m'a dit que les jouets ont une vie, que si je leur faisais encore du mal,
il me tuerait. Et je n'ai plus jamais revu Buzz ou Woody, mais depuis ce jour, j'ai peur des jouets, et ils le savent. Et à partir de ce jour, être dans ma maison est devenu un cauchemar. Chaque fois que j'entrais dans ma chambre, tous mes jouets étaient rangés, différemment. J'essayais de les jeter, mais ils revenaient toujours. Parfois, ils m'attendaient, parfaitement rangés, avec des panneaux m'indiquant de jouer avec eux. Et en pleurant, je leur obéissais. Qui sait ce qui m'arriverait si je le faisais pas ? De toute façon, ne pas les écouter dans tout ce qu'ils me demandaient de faire aurait empêché ce qui s'est passé, le pire de cette nuit. Cette nuit où j'ai failli être tué. Cette nuit-là, je m'étais couché très tôt. J'avais eu une évaluation et j'étais fatigué. Je me suis endormi presque instantanément. Et même si je pensais me réveiller plusieurs heures plus tard, quelques minutes plus tard, j'étais déjà complètement réveillé. Quoi ? Que se passe-t-il ? Il y avait mes 3 jouets, Babyface, Legs et Ducky. Le dernier avait un morceau de papier coupé dans la main sur lequel était écrit « Tu ne joues plus avec nous ». Je suis désolé, je te le promets, je jouerai avec vous plus souvent. Pourquoi devons-nous toujours te le demander ? S'il te plaît, ne me fais pas de mal, je fais vraiment de mon mieux. Tu as été un très mauvais garçon, Sid. Non ? Nous allons devoir te faire du mal. Non, s'il te plaît, non ! Je ferai tout ce que tu me demanderas, fais rien. Ignorant mes paroles, Ducky attrapa une de mes paupières avec ses énormes mains de jouet et la souleva. Ce à quoi Legs, qui grimpa sur mon front, utilisa sa nageoire pour l'attraper. C'est une baguette de finition pour l'attraper et le laisser ouvert. Heureusement pour moi, son crochet était en plastique, donc ça ne faisait pas de mal. Mais ce n'était pas son but. D'autres jouets ont commencé à grimper sur mon ventre avec un petit miroir. Et sur ordre de Legs, de Babyface, ils l'ont mis près de mon œil. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, mais quand je les ai vus le ranger soigneusement, j'ai tout compris. Non, au secours, mes yeux, ça brûle! Après plusieurs secondes de cris de douleur, ils ont fait la même chose à l'autre œil. Après quelques secondes ensuite, ils se sont arrêtés. J'avais l'impression que mon œil brûlait. Je ne voyais rien du tout. Quand ils se sont arrêtés, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pendant que je criais, des soldats de plomb sont entrés dans ma bouche. J'ai essayé de la fermer, mais Babyface a utilisé ses griffes pour la laisser ouverte, tandis qu'avec sa tête, il se moquait de moi. Déjà à l'intérieur de ma bouche, quelques soldats ont couru vers ma gorge. J'ai sursauté. Essayent-ils de me tuer ? Est-ce que je leur ai fait tellement de mal qu'ils me détestaient autant ? J'avais envie de m'évanouir, mais en entendant tous ces cris, mon chien s'est précipité dans mon lit. Et quand il a sauté sur moi pour attaquer les jouets, comme il le fait toujours, le lit a cédé et s'est cassé, me permettant de me libérer. J'ai toussé tous les soldats et j'ai désespérément couru hors de ma chambre, mais je pouvais toujours rien voir. Je me suis écrasé contre tout ce qui se trouvait devant moi jusqu'à ce que, dès que j'ai réussi à sortir de la pièce, je suis tombé dans les escaliers. Déjà par terre, je sentais que mon corps ne réagissait pas. Je ne sentais ni mes bras ni mes jambes. Peut-être les avais-je cassés. J'ai ouvert les yeux lentement, essayant de clarifier ma vision. Babyface était devant mon visage, me regardant avec sourire de bébé, terrifiant. J'ai senti ses pattes s'enfoncer dans mes narines, serrant de plus en plus fort à l'intérieur. J'avais envie de crier, j'avais envie d'appeler à l'aide, mais j'étais tellement choqué que je ne pouvais que regarder les yeux, grands ouverts. Sans personne pour me sauver, pensant que Babyface allait enfoncer ses griffes jusqu'à mon cerveau. Le jouet s'est simplement arrêté. Nous tuerons ta sœur, nous tuerons toute ta famille, nous tuerons ton chien, joue avec nous. Et cela dit, le jouet est simplement tombé au sol, comme s'il n'avait plus de vie. Derrière moi, j'ai entendu 2 voix inquiètes. Sid, que t'est-il arrivé ? Fils, ça va ? C'était mes parents. Tous les 2 avaient amené ma sœur chez un ami. Mon sang, fils, regarde ton épaule, tu l'as disloquée. Confus, j'ai regardé ma sœur. Elle m'a regardé. Je pouvais rien répondre, je les ai juste regardés. Et en pleurant, je les ai serrés dans mes bras. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes allés à l'hôpital et ils m'ont seulement dit que j'avais un bras disloqué et des bleus. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé dans ma chambre. Tous les jouets étaient posés sur le lit avec un écriteau sur lequel était écrit « On t'aime, Sid ». Il m'a fallu des jours pour bien voir à nouveau et je ne pense toujours pas qu'une partie de mes yeux est jamais guérie. À partir de ce jour, j'ai joué avec mes jouets tous les jours, jusqu'au jour où j'ai quitté la maison. Toutes mes aspirations de devenir médecin se sont évanouies. Aujourd'hui, je travaille comme éboueur. J'aime mon travail, mais de temps en temps, quand je jette tout à la poubelle, je vois parfois des jouets dans la poubelle. Et je jure qu'eux aussi, ils me regardent. À l'automne 2010, j'ai décidé de retourner à l'université. J'étais mère célibataire de 3 garçons, mais ils étaient tous à l'école à ce moment-là, et mon retour était enfin possible. L'école que j'ai fréquentée est un campus régional d'une très grande université et est située dans un quartier connu pour la criminalité, la méthamphétamine, l'héroïne, la prostitution et j'en passe. Mais elle n'était qu'à 20 minutes de chez moi, et je ne me sentais pas en danger d'y aller. Mon premier jour là-bas a été intimidant. Je ne connaissais personne et j'étais beaucoup plus âgé que la plupart des autres étudiants. J'avais 28 ans à l'époque. Je me suis assise à une table au fond de la salle et quelques minutes plus tard, une femme qui avait à peu près mon âge s'est assise à côté de moi. Elle était très maigre, sentait la cigarette, avait les cheveux gras et les yeux foncés. Mais quand elle a commencé à me parler, elle semblait assez normale. Elle a commencé la conversation en me disant qu'elle était assise près de moi parce que je portais le plus joli chemisier de la salle. C'est étrange, mais en tant que personne maladroite, je laisse beaucoup de liberté aux personnes qui disent ou font des choses maladroites avant de trop y penser.
Elle n'avait pas de sac à dos, de livres ou de stylos ou de cahiers, rien. Elle a dit que son aide financière n'était pas encore arrivée, mais qu'elle ne voulait pas prendre trop de retard en classe. Il m'a demandé si je pouvais partager mon livre. J'ai accepté et je lui ai également donné un stylo et du papier. Pour le premier cours, elle m'a demandé si cela ne dérangeait pas d'aller avec elle à la bibliothèque afin qu'elle puisse scanner quelques pages de mon livre pour les emporter à la maison. Accepté, et nous avons commencé à nous diriger. Elle s'arrête, regarde son téléphone et dit que son fils vient lui envoyer un message et qu'il a besoin qu'elle rentre à la maison pour faire quelque chose. Elle me demande alors si je peux l'accompagner. Je lui ai dit que j'ai un autre cours et que je peux pas l'accompagner. Je lui ai demandé si elle voulait toujours aller à la bibliothèque en premier et elle a dit non et qu'elle devait retourner voir son fils. Mais elle ne pouvait vraiment pas y aller seule pour une raison quelconque. J'étais confuse mais je n'arrêtais pas de lui dire que je pouvais pas l'accompagner et puis elle s'est mise à pleurer. À ce moment-là, nous étions dans un espace commun à l'extérieur avec le parking d'un côté et la bibliothèque de l'autre. Je n'aimais plus être dehors, loin des gens avec cette femme. Elle s'est vraiment énervée et a commencé à me crier dessus, en gros à m'insulter. Je me souviens pas exactement comment s'est déroulée l'interaction parce que j'étais complètement choqué par la rapidité avec laquelle c'est passé d'une attitude amicale à des pleurs puis à des cris sur moi. Je me suis retourné, j'ai commencé à me diriger vers la bibliothèque. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé mon ami pour que quelqu'un d'autre soit au courant de cette dame si elle essayait de faire autre chose que de me crier dessus. J'arrive aux portes et je la regarde. Elle se tient maintenant au bord du parking. Une voiture s'arrête alors à côté d'elle et l'homme qui conduisait était visiblement en colère contre la femme. Ils se disputaient mais je ne pouvais pas les entendre d'où j'étais. Finalement, elle monte dans sa voiture et part avec lui. Le lendemain, j'apprenais le cours parce que je ne savais pas quelle serait l'attitude de cette femme le lendemain. Mais elle n'était pas là. En fait, elle est jamais revenue en cours. En y repensant, je suis presque sûr qu'elle n'était même pas une élève là-bas. Pour une raison ou une autre, elle essayait de m'attirer. J'aurais aimé savoir quelles étaient ses intentions, mais en même temps, je suis contente de ne jamais avoir eu à le découvrir. Ça s'est passé il y a 2 ans et je me souviens encore de chaque moment dans des détails presque parfaits. C'était presque la fin des cours, tout le monde était en route pour leur dernière heure de cours qui pour moi était histoire. Un cours dans lequel non seulement je n'étais pas bon, mais je n'aimais pas non plus le prof. Et à ce moment-là, je n'avais honnêtement aucune motivation pour même me présenter. Donc finalement, j'ai décidé de laisser tomber et de me cacher dans l'une des cabines de toilettes situées tout au fond de l'école. Presque personne n'y retournait, donc je pensais que personne ne le découvrirait de toute façon. J'étais dans la cabine, plus au fond, en train de jouer à un jeu sur mon téléphone, quand le son assourdissant du directeur venant de l'interphone m'a fait sursauter. Confinement, c'est une alerte d'urgence. Veuillez suivre la procédure de confinement. Allez dans la salle ou le bâtiment le plus proche, verrouillez la porte et éteignez toutes les lumières. Et une annonce de confinement. Même si honnêtement, je n'ai pas prêté attention vu qu'il s'agissait d'un exercice. Alors j'ai juste continué. Je continuais à m'asseoir là, dans la cabine et à attendre. Mais à ce moment-là, toutes les lumières du bâtiment se sont éteintes d'un coup. Le bourdonnement de la lumière s'est estompé, ainsi que le bourdonnement de la climatisation. Ce qui signifiait que toute l'électricité de l'école avait été coupée. Les toilettes étaient devenues noires et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. L'électricité n'était jamais coupée pendant les exercices de confinement. J'ai envoyé un message à mon ami pour lui demander ce qui se passait et il m'a répondu tout de suite par un message en disant « Mec, t'es où? C'est un vrai confinement, tout le monde me demande où t'es. » Je lui ai dit que j'étais dans les toilettes et il m'a répondu « Cache-toi. » Mais où d'autre je pouvais aller? J'allais tout simplement pas courir dans le couloir pour trouver un meilleur endroit. J'ai donc finalement décidé de rester et de me cacher dans la cabine où je me trouvais. J'ai baissé la luminosité de mon téléphone et j'ai envoyé un nouveau message à mon ami. Je lui ai demandé quelle était la raison du confinement. Et après 5 longues minutes d'attente, il a répondu disant qu'apparemment il y avait un enfant armé d'un couteau qui frappait aux portes de la classe. Ma classe et les toilettes dans lesquelles je me trouvais étaient au même étage. J'ai donc éteint mon téléphone et j'ai fait de mon mieux pour voir si je pouvais entendre quelque chose. Il y avait des pas qui couraient et cela a été suivi peu de temps après par le bruit de la porte des toilettes qui s'ouvrait. J'ai absolument horrifié par ce que j'entendais. Celui qui entrait se dirigeait vers la cabine à côté de moi, entrait à l'intérieur et fermait la porte. J'ai retenu mon souffle pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, pour briser le silence d'une voix tremblante, j'ai dit « Qui est là ?» Il y a eu un silence pendant une seconde, puis j'ai entendu une voix répondre « Cherche juste un endroit où me cacher !» J'ai entendu qu'il y avait un confinement dans les haut-parleurs. Ça répondait pas vraiment à ma question, mais le gars semblait avoir à peu près mon âge, alors j'ai décidé de laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité, quand finalement nous avons reçu une autre annonce demandant à tous les élèves de sortir de l'école de manière ordonnée par les portes d'entrée où les policiers les attendraient. Sorti de la cabine, mais j'ai été surpris de voir que le gars à côté de moi ne venait pas. Je lui ai demandé s'il venait et il a répondu « Ah ouais mec, donne-moi juste quelques minutes ». Je trouvais ça bizarre. Malgré tout, j'ai quitté les toilettes et j'ai commencé à me diriger vers la porte principale de l'école. Alors que je marchais, mon téléphone a sonné. Mon ami m'a envoyé un SMS. Il a dit qu'apparemment un gamin qui avait à peu près quelques années de plus que nous avait essayé de braquer une station-service à proximité. Le gars il a dit « En fait, il a poignardé quelques personnes, et comme il n'a pas réussi à obtenir de l'argent, il a couru se cacher dans notre école pour se fondre dans la masse avec les élèves. Mon ami m'a dit que les policiers à l'extérieur disaient que le gamin était toujours à l'intérieur, et qu'il se cachait quelque part à l'arrière de l'école. En lisant cela, j'ai commencé à courir vers les portes d'entrée. Dès que je suis sorti, j'ai informé frénétiquement un des policiers de ce que j'avais vécu, et après avoir fouillé les toilettes, ils ont découvert qu'elles étaient vides, mais que la fenêtre à l'intérieur était cassée. Le gamin s'était barré, s'était échappé par la fenêtre. Inutile de dire que pendant les jours d'école suivants, j'ai reçu beaucoup d'attention indésirable à cause de ce que j'avais vécu. Pour autant que je sache, le gamin n'a toujours pas été attrapé, et j'ai toujours du mal à accepter le fait que je me cachais sans le savoir dans une cabine, juste à côté du type dont je tentais de me cacher.
J'ai récemment obtenu mon premier vrai emploi d'enseignant dans une école primaire publique dans un quartier voisin. C'est la première année scolaire où j'enseignais. À ce moment-là, nous étions qu'en septembre, donc inutile de dire que j'étais encore en train d'apprendre les ficelles du métier. C'était étonnamment assez stressant. J'enseigne dans une classe de CP d'environ 20 enfants, donc vous pouvez imaginer à quel point cela pouvait devenir chaotique par moments, surtout avec mon manque d'expérience. Je me souviens qu'un jour, j'étais en train de donner aux enfants une feuille de travail pour répéter des mots simples lorsque la voix du directeur est venue dans l'haut-parleur de l'école et a ordonné un confinement. Or, étant nouveau, je n'étais pas encore informé de la date à laquelle l'école avait pratiqué des exercices au cours de l'année, donc je ne savais pas si c'était un exercice ou non, mais je savais que dans tous les cas, je devais suivre le protocole. J'ai éteint les lumières de la salle, verrouillé les portes et les fenêtres et fait asseoir les enfants contre les murs, hors de vue. Je dirais qu'il s'est écoulé environ 5 minutes de silence complet, lorsque j'ai pu entendre faiblement des portes battre. J'ai senti mon cœur s'emballer, alors que les sons devenaient plus forts, alors que celui qui frappait aux portes se rapprochait. À ce stade, je ne savais toujours pas si c'était juste le directeur qui vérifiait toutes les serrures de la salle de classe ou un véritable intrus dans l'école. Mais mes pensées ont été interrompues par l'un de mes élèves qui a éclaté en sanglots. C'est trop fort, il ne fait aucun doute que quiconque était dehors aurait pu l'entendre. Et je pouvais dire que les coups à l'extérieur ont cessé en réponse au bruit. Puis, peu de temps après, par une seule paire de pas, marchant vers notre porte. Il y a eu un silence de quelques secondes, mais le silence fut rapidement rompu par la voix d'un homme qui criait: « Eh les gars, je pense qu'il y a des enfants, celle-ci !» Cela a confirmé que ce confinement était réel. D'autres pas ont pu être entendus en courant vers la porte, et c'est à ce moment-là que de véritables tentatives pour briser la porte ont été faites. À ce moment-là, pas un seul enfant de la classe ne pleurait ou ne criait de peur, je ne savais pas quoi faire, je n'avais jamais été formé pour ce genre de situation. Et c'est à ce moment-là que 2 coups de feu ont retenti, mais ils ne provenaient pas des intrus. La police était maintenant à l'intérieur du bâtiment. Puis après les coups de feu, on a pu entendre les intrus courir dans le couloir. 30 minutes plus tard, on nous a donné le feu vert. Il s'est avéré que les intrus étaient 3 lycéens du quartier. Ils ont finalement été arrêtés. J'étais choqué, je ne savais pas pourquoi ils avaient fait ça. Mais quand on leur a demandé pourquoi ils l'avaient fait, ils n'ont presque rien dit. Bien que l'un des enfants ait prétendu qu'il s'agissait d'un pari, et je n'y crois pas une seconde. Qu'un pari ne vaut la peine d'aller en justice et même de perdre sa liberté. Je crois fermement qu'ils avaient des intentions bien pires, bien que très probablement traumatisés. Heureusement, personne n'a été blessé physiquement. Les coups de feu tirés par la police auraient été des coups de semonce et auraient visé directement le sol. Ça fait 2 ans maintenant que tout ça s'est produit et j'enseigne toujours au CP dans la même école et même dans la même classe. Et à ce jour, ces impacts de balles sont toujours visibles dans le couloir de l'école. Ma fille Chrissy était une grande fan de Toy Story. Elle avait 5 ans, elle était obsédée par les étranges jouets mutants. Et parmi eux, le visage de bébé était son préféré. Aussi effrayant que cela puisse paraître, c'était vrai. Les enfants aiment parfois des choses bizarres qui n'ont aucun sens pour les adultes. Elle me suppliait de lui acheter le jouet en forme de visage de bébé, mais je ne faisais pas à cause de sa tenue effrayante. Un jour, je faisais le ménage quand j'ai entendu mon mari parler à Chrissy d'une voix basse. « Non, le dis pas maman, d'accord? Elle serait en colère si elle savait que j'ai fait ça pour toi. Ah, je t'aime papa, c'est exactement ce que je voulais. » Je suis allé dans la chambre de Chrissy et j'ai vu mon mari, Daniel, donner une boîte à ma fille. « Faites quoi les gars? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Daniel? » Rien. Et Chrissy est venue en courant vers moi et m'a dit: Papa m'a offert le jouet en forme de visage de bébé. S'il te plaît maman, est-ce que je peux le garder? S'il te plaît. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu mon cauchemar devenir réalité. Daniel est ingénieur et d'une manière ou d'une autre, il a construit le jouet effrayant en forme de visage de bébé de Toy Story pour notre fille. Il laissa échapper un petit rire gêné et dit: Chrissy le réclame depuis si longtemps, Mindy. Ce n'est qu'un jouet après tout. Mais comment ça se fait que ça t'effraie pas, toi? Je pense pas qu'un enfant devrait jouer avec quelque chose comme ça. Maman, ça marche! Chrissy a posé le jouet sur le sol et allumé un petit interrupteur à l'intérieur de sa tête bulbeuse. En équilibre sur ses pattes d'araignée métallique, la tête d'une autre poupée cassée a commencé à marcher partout dans la chambre de Chrissy. Mon dieu, ça a l'air dingue. Allez Mindy, tu réagis de manière excessive maintenant. Quel mal peut-il y avoir à jouer avec un jouet? Ah, très bien, tu peux le garder. Oh ma douce maman. Chrissy m'a serré dans ses bras et était super excitée d'avoir enfin le jouet de ses rêves. Toute la journée, Chrissy n'a pas lâché le jouet. Même à table, j'ai dû tolérer cette poupée effrayante qui me regardait. Après le dîner, je me suis occupé de faire la vaisselle et nettoyer la cuisine. La maison était plongée dans un profond silence, tandis que tout le monde dormait dans sa chambre. Avant d'aller me coucher, j'ai pensé aller voir ma fille. Je suis entré dans sa chambre en essayant de mon mieux de ne pas la réveiller. Chrissy dormait comme un petit agneau. Et à côté d'elle, gisait Babyface, avec un œil cassé et ses pattes métalliques outrageantes. C'était ma chance. Je le ramassais pour le jeter à la poubelle et à ma grande surprise, Chrissy ouvrit les yeux. Tu fais quoi avec Babyface? Rien, juste le mettre sur l'étagère. Tu mens, t'allais le jeter. Non, pourquoi tu penses ça, Chrissy? Il vient de me le dire. Il a entendu ton cœur. Un frisson froid me parcourut le dos. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur aiguë au doigt, comme si une abeille géante m'avait piqué. Et j'ai laissé tomber le jouet par terre. Tu l'as mis en colère. Maintenant, il va te punir, maman. Quoi? Mais qu'est-ce que Soudain, un bruit d'os qui craque détourna mon attention de Chrissy vers Babyface. Chouet tenait maintenant sur ses pattes d'araignée et me regardait avec un sourire effrayant. Je pouvais voir le mal dans son œil. En une seconde, il a commencé à ramper vers moi à toute vitesse. Il a sauté sur moi, j'ai crié et lui donné des coups de pied de toutes mes forces. Le jouet, il a volé dans les airs pendant un moment et a heurté le mur. Ses pattes métalliques effrayantes se sont brisées comme du verre brisé. Et je me suis assise sur le sol. J'étais essoufflé, je pensais que c'était enfin fini. Maudit jouet est mort maintenant. Mais mon soulagement n'a pas duré longtemps. Dès que le jouet s'est cassé, quelque chose d'horrible s'est produit.
Des milliers de petits jouets Babyface ont commencé à sortir de sa grosse tête bulbeuse. Ouais, une armée de Babyface a rempli la chambre de Chrissy. Hey maman, vas-y, va la chercher! Chrissy a commencé à applaudir et à rire en voyant ces monstres m'attaquer. Avant que je puisse me lever et courir, ils étaient partout sur mon corps, comme un troupeau d'araignées. Ils rampaient vers moi, ils rampaient partout. Sur mes mains, mes jambes, mes cheveux, mon visage. Ils ont même pénétré dans mes vêtements. Sculpates métalliques ont transpercé ma peau. On m'injectait de 1000 aiguilles en même temps. À l'aide, Daniel! J'ai beau essayer d'éloigner ces bestioles effrayantes de moi, elles sont de plus en plus nombreuses à venir. Je savais que c'était fini, je serais mangée vivante par ces babyfaces. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous pris vie et ont senti ma haine pour eux. Si j'avais su à quel point ils sont vengeurs et dangereux, je les aurais jamais énervés. Je les aurais aimés et craints comme Chrissy. S'il vous plaît, si je pouvais avoir une chance de plus, je jure que je serais aussi leur mère. Mais je suppose qu'il est trop tard maintenant. Je me noyais dans un essaim de babyface. Ils riaient comme des bébés vampires. Les coupures qu'ils faisaient sur mon corps, je pouvais les sentir sucer mon sang de ces blessures. Alors qu'ils buvaient mon sang, leurs têtes sont devenues rouges. J'étais en enfer et personne n'est venu à mon secours. Lentement, la volonté de vivre a commencé à mourir dans mon cœur. C'est ce que tu mérites, maman. Voilà ce qui arrive quand on déteste Babyface. Chrissy s'est moquée de moi, assise sur son lit. Je pouvais pas croire que ma fille était contre moi. Lentement, son visage a commencé à se transformer en jouet effrayant. La tête de ma belle-fille a été remplacée par la tête de poupée borne et cassée. J'en pouvais plus, pas ma fille! J'ai secoué mon corps de toutes mes forces, mais j'avais tellement peur. Les jouets rampants ont dévié. Une fois que je me suis libéré de leur emprise, je me suis jeté sur Chrissy, qui n'était plus ma fille. J'ai attrapé la tête bulbeuse et j'ai commencé à la fracasser contre le mur. T'as pris ma fille, je vais te tuer, maudite poupée! Ce sera la fin de toi, meurs! J'ai continué à fracasser sa tête de poupée contre le mur. Et je me suis pas arrêté, j'ai pas hésité, juste continué à crier « Meurs! Mindy? Qu'as-tu fait? C'est la voix de Daniel qui m'a ramené dans ce monde. Je voulais lui dire, j'ai tué Babyface, nous sommes enfin débarrassés de ce jouet hanté. Mais j'ai remarqué mes mains, et à ma grande horreur, elles étaient trempées de sang. Du sang humain. Alors que je regardais le lit de ma fille, le sol sous mes pieds s'est envolé. L'enfer s'est déchaîné. Ce n'était pas un Babyface que je pensais écraser contre le mur, c'était pas un jouet. Le mur était taché de sang, et du sang frais en coulait. La petite tête sans vie de Chrissy pendait du bord du lit. Et j'ai réalisé ce que le jouet m'avait fait faire. Il m'a fait tuer ma fille. Il n'y avait pas d'essaim de petits jouets, comme s'il n'y en avait jamais eu. Seul le jouet Babyface que mon mari avait fabriqué pour Chrissy était brisé dans un coin. Seul. Oh mon Dieu, c'est elle? Ouais, Mindy Williams, la mère qui a réduit en bouillie la tête de sa fille. Certains disent qu'elle a été possédée par un démon. Non, c'est insensé, c'est une psychopathe. Elle a agi avec son esprit sain. Il n'y a pas de démon derrière ce crime. Au fil des années, la franchise Toy Story a fait l'objet de toutes sortes de théories de fans, allant de la théorie selon laquelle les jouets sont des créatures vivantes à la théorie selon laquelle la mère d'Andy serait la véritable méchante. Un thème récurrent dans les films Toy Story est la peur des jouets de ne pas être aimés ou joués. Sur la base de cette remarque, certains fans prétendent même que les jouets de Toy Story sont des vampires et qu'ils sont immortels. Succombés à leur vie immortelle, les jouets se nourrissent de la joie des enfants au lieu de leur sang. Et peut-être parce que la mère d'Andy pouvait sentir cette intention maléfique parmi les jouets, elle était si déterminée à s'en débarrasser. Cependant, ce ne sont que des théories développées par les fans. Cette théorie-là a été retranscrite dans cette histoire d'horreur. Si t'as aimé le concept, abonne-toi BG. À la prochaine. On veut me tuer. J'avais 16 ans quand j'ai vécu cette histoire et ça me hante encore à ce jour. L'ami de mon grand frère m'avait demandé de garder sa grande maison pendant 2 jours. Il était prêt à me payer 100 € par nuit. Pour des raisons de confidentialité, on va appeler cet ami Nick. 200 € était une grosse somme pour une tâche aussi simple que garder une maison. Et vu que j'avais récemment vendu ma PS3 pour m'acheter une PS4, ce travail tombait à pic. Environ 18h, Nick est passé me chercher pour m'emmener à sa maison parce qu'il commençait à faire nuit. Une fois arrivé, il m'a parlé des caméras de sécurité qu'il avait installées à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je n'avais aucune intention de passer toute la nuit à surveiller des vidéos de sécurité, vu que j'avais emmené mon portable pour passer le temps. Après un moment, j'ai commencé à avoir faim et j'ai décidé d'aller prendre quelque chose au frigo. Mais en me levant, j'ai vu du coin de l'œil un mouvement sur l'écran des vidéos de sécurité. Je me suis rassis, j'ai fermé mon portable pour regarder de plus près le mouvement que je voyais sur la caméra 4. Scrutant l'image, j'ai vu que c'était une silhouette d'homme se tenant à l'extérieur de la maison. J'ai tourné le regard pendant une seconde et en regardant à nouveau l'écran, l'homme avait disparu. À ce moment précis, j'ai entendu du verre se briser dans l'étage ci-dessous et j'ai immédiatement cherché la source du bruit sur les caméras. C'est là que j'ai vu qu'il était en train de ramper à travers les fenêtres du sous-sol. Je commençais à paniquer en le regardant en montant les escaliers avec un couteau serré dans sa main. Je me suis dépêché de verrouiller la porte de la pièce. J'ai appelé les secours en leur expliquant ce que je venais de voir. J'ai regardé l'écran, terrifié de voir que l'homme était maintenant au même étage que moi. Il ouvrait et refermait les portes.
cherchant à trouver quelqu'un. J'ai pressé mon oreille contre la porte, et j'ai entendu ses pas approcher. Puis, il a tenté d'ouvrir la porte. Réalisant que j'étais à l'intérieur, il a commencé à crier et à frapper. Tout ça m'a terrorisé jusqu'aux os. Alors que j'étais assis là, tremblant, j'ai entendu des sirènes au loin, se rapprochant de plus en plus. Ma peur s'est dissipée lorsque j'ai entendu l'homme s'éloigner au loin, essayant de s'enfuir. La porte d'entrée s'est soudainement ouverte et quelqu'un a crié « Police, les mains en l'air !» Je suis descendu quelques instants plus tard. J'ai vu l'intron menotté en train d'être conduit à la voiture de police. Un des agents a appelé Nick pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Environ 20 minutes plus tard, il est arrivé. Il m'a ramené chez moi. Mais je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'étais chanceux d'être en vie. Si la police n'était pas arrivée à temps, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Ah mec, je me suis encore endormi en regardant Discar. Pas étonnant que mes rêves aient été si fous. En plus j'ai déjà vu celui-là. Cette merde me donne toujours la chair de poule. Ah maman, t'es à la maison? Putain, elle est où? Devait être à la maison maintenant. Quoi? Ah, bon sang, c'est ce que j'obtiens pour avoir regardé des histoires effrayantes toute la nuit. Et maman, t'es déjà en route pour la maison? Non chérie, je suis désolé, mais je vais être en retard. Quoi? Pourquoi? Le département de la santé nous fait tous rester pour nettoyer les machines. C'est pas dangereux ça? Je devrais demander à quelqu'un d'autre de le faire. Oh, t'inquiète pas, tout ira bien. Tout est éteint, donc y a aucune chance que quelqu'un se blesse. Très bien, fais juste attention, ok? Je le ferai. Et ça ne prendra pas longtemps, hein, je te le promets. T'as vu le dîner que j'ai laissé sur le comptoir? Non? Bon, ça devrait te permettre de tenir le coup pour la nuit. Allez, je dois y aller maintenant. Mon superviseur est de retour sur le... Maman? Ah, vraiment? Bon, allez, peu importe. Hein? C'est quoi ce bordel? Une boîte de Pringles pour le dîner? Encore? Putain, elle pourrait faire un effort pour m'acheter à manger, sérieux. Même si elle doit ouvrir un compte OnlyFans pour me nourrir d'un repas décent pour une fois, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Calme-toi, tais-toi, je suis ta babysitter. Ta mère m'a envoyé pour m'occuper de toi pendant qu'elle est coincée au travail, d'accord? Alors chut, je vais retirer ma main de ta bouche maintenant. Vas-tu être un bon garçon? Et devine quoi? J'ai apporté le dîner, viens, suis-moi. Je venais juste de prendre des Pringles pour un snack. Je devrais pas avoir quelque chose d'autre pour manger? Ah, mais ce ne sont pas n'importe quels Pringles ordinaires. Cette variété est beaucoup plus corsée. Maintenant, prends des assiettes et assieds-toi. Ah, d'accord, mais... ce sont juste des Pringles ordinaires. Et que sais-tu des Pringles? Moi, je suis le foutu Pringles man. Maintenant, mange ton dîner. As-tu une idée du savoir-faire qui entre dans la fabrication de chaque Pringles? La forme de la boîte, la forme du chips? Sais-tu au moins ce qu'est qu'un paraboloïde hyperbolique? C'est ce que je pensais. Maintenant, mange plus vite. Tu vas avaler toute la boîte maintenant. C'est un bon garçon. Ta mère va être si fière quand je lui dirai à quel point t'as aimé ton dîner. Alors, comment c'était? Tu l'as apprécié? Ça avait un bon goût. Cette saveur mystérieuse que tu goûtais, puisque tu l'as tellement appréciée. J'ai une friandise spéciale pour toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Encore une chips? Je suis tellement rassasié. Tais-toi! Pense-y comme à l'un de ces stupides défis à une chips que vous, petit idiot, aimez sur TikTok. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu la veux, la chips? Bien sûr. Hein? Pourquoi ça ressemble à un visage? C'est pas évident. Ce visage devrait te sembler familier, non? Tu l'as vu au téléphone il y a quelques minutes. Non, je te crois pas. C'est une blague. Je suis filmé. Personne ferait jamais ça à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas une blague. J'ai transformé le corps brûlant de ta mère en un lot de Pringles. Et tu t'en es gavé depuis tout ce temps. Non. Monstre! Comment t'as pu faire ça à ma mère? Elle était délicieuse, n'est-ce pas? Éloigne-toi de moi, psychopathe! Mange-la mieux que ton père bon à rien. Fais-le ou je te ferai frire dans la même huile. Fais-le! Cette histoire vraie a été inspirée par un horrible incident impliquant une jeune femme qui avait subi une mort atroce après être tombée dans un broyeur de pommes de terre industrielles au travail. La victime était une femme de 24 ans nommée Rafaela Alves dos Santos. Selon les rapports, elle serait tombée sur le tapis roulant qui transportait les pommes de terre destinées à être coupées en chips et aurait été écrasée par le support moteur. Quelques instants avant l'incident, elle a été en train de séparer les pommes de terre de la matière organique sur le tapis roulant. Les pommes de terre étaient destinées à être transformées en Pringles et autres chips de différentes marques. Un collègue qui se tenait à côté d'elle à ce moment-là a raconté comment le tapis s'était éteint mais s'est soudainement remis en marche automatiquement, emportant Rafaela à grande vitesse vers le support moteur. L'enquête sur sa mort est toujours en cours. Horreur à la maison de jeu. Nous vivons sur plusieurs hectares dans la campagne. Nos voisins ne sont pas très éloignés, mais nous vivons tous sur de nombreuses terres sur nos propriétés. Nous avons beaucoup d'arbres et notre voisin n'entretient pas bien sa propriété, donc une grande partie est envahie par la végétation. Vous savez, quelques arbres tombés et beaucoup de branches tombées. Nous savions que l'état de leur propriété était probablement dû au fait que c'était un couple de personnes âgées qui possédaient la maison et que leurs droits étaient vastes. Nous avons également un ruisseau qui sépare nos maisons, mais une petite bande de leur propriété est accessible depuis notre arrière
arrière-cour en raison de la végétation et des arbres. Nous n'avons pas pu voir grand chose de leur propriété lorsque nous avons emménagé pour la première fois. En été, bien sûr, nous ne sommes pas allés sur leur terrain parce que nous ne voulions pas empiéter. Une nuit, ma fille et son ami campaient dans l'arrière-cour et ont couru à l'intérieur en jurant qu'elles avaient entendu un enfant rire ou pleurer dans notre arrière-cour. Je pensais que c'était leur imagination à cause des histoires effrayantes que j'avais entendues pendant que j'étais dans la tente, mais je suis sorti pour enquêter brièvement au cas où. Et j'ai entendu un léger bruit venant de juste au-delà de la limite. J'ai déplacé la lampe de poche dans la direction générale et j'ai appelé quiconque pouvant être dans les arbres. Et le bruit s'est arrêté. J'ai décidé que c'était probablement juste quelques chats errants, mais juste au cas où, j'avais les filles quand même. J'ai installé donc la tente dans le salon le lendemain après avoir ramené l'ami de ma fille à la maison. La curiosité a pris le dessus et j'ai décidé d'enquêter sur la zone près de la limite de notre propriété. En m'approchant de la ligne d'arbres, j'ai vu un petit sentier que je n'avais jamais remarqué auparavant. Comme je savais que mes voisins étaient trop loin et que les arbres étaient trop épais, ils ne pouvaient pas me voir sur leur propriété. Alors je me suis engagé sur le petit sentier. J'ai marché lentement, en regardant vers le bas, à la recherche d'herbes à puces et de branches tombées. Je n'étais pas trop loin lorsque j'ai vu un jouet d'enfant, sale et cassé sur le sol, enveloppé dans des mauvaises herbes envahissantes. J'ai levé les yeux au loin et j'ai vu une petite structure blanche ressemblant à un hangar. En me rapprochant, il y avait de plus en plus de jouets éparpillés sur le sol, certains partiellement enterrés, mais tous cassés et sales. Puis, il y avait du fil barbelé, et je pouvais voir le devant du hangar. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une grande maison de jeu avec un alphabet en bois décorant l'extérieur. Je commençais à me sentir mal à l'aise, cette maison de jeu était très proche. Je me suis arrêté net, laissant un peu aller mon imagination quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai dû sursauter d'un pied au sol, seulement pour me retourner et voir que ma fille m'avait suivi. Une fois mon cœur ralenti, j'ai décidé d'y regarder de plus près. Il n'y avait plus de clôture en fil barbelé brisé sur le sol, plus nous nous approchions et plus la fenêtre sur le côté était cassée, il y avait un trou dans le toit aussi. Il y avait un train cassé sur lequel l'enfant pourrait monter. La porte d'entrée avait un morceau de bois blanc sur lequel était écrit « Ne pas entrer » et enfermer quelqu'un à l'intérieur. À ce moment-là, ma fille était en pleine panique et nous suppliait de retourner à pied chez nous. Mais je devais au moins regarder par la fenêtre, sinon mon esprit errait avec toutes les possibilités de ce qui pourrait se trouver là-dedans. Alors que je m'approchais du hangar, ma fille me suivait de près, dans sa peur. Elle faisait plus attention à moi qu'à l'endroit où elle marchait. Et elle s'est coupé la jambe, assez profondément sur du fil barbelé, caché dans la végétation. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à l'intérieur de la fenêtre pour voir un sol partiellement en terre battue, du bois cassé et un grand banc en bois avec la tache sombre sur le dessus. J'ai pris ma fille dans mes bras, qui était déterminée à ce que sa jambe tombe. Nous avons quitté la propriété du voisin et je l'ai emmenée chez le médecin pour qu'elle se fasse vacciner contre le tétanos et qu'elle soit nettoyée. Cette nuit-là, après le dîner, j'ai laissé sortir le chien, mais je n'ai pas réussi à le faire rentrer. Je l'ai laissé dehors un moment et j'ai vérifié à nouveau un peu plus tard. Notre chienne ne voulait toujours pas rentrer et j'ai remarqué qu'elle se tenait près du chemin que nous avions emprunté plus tôt. J'ai attrapé une lampe de poche et je me suis dirigé vers elle. Elle marchait de long en large, gémissait et reniflait partout. J'ai pensé que c'était à cause du sang de tout à l'heure, mais elle ne s'était jamais aventurée sur le chemin. Puis j'ai entendu le rire d'une petite fille. J'ai appelé l'enfant, mais il n'y a eu aucune réponse en retour, juste un bruissement dans les feuilles. J'ai couru à l'intérieur avec le chien pour vérifier que ma fille était toujours dans la maison. Elle était allongée dans son lit, profondément endormie. Le lendemain matin, je suis allé directement à la maisonnette. En m'approchant, quelque chose n'allait pas. Les jouets cassés semblaient être à différents endroits. Et quand je suis arrivé à la maisonnette, mon cœur s'est retourné. Sur tout le côté de la maisonnette, il y avait des dessins d'enfants, avec le sang de ma fille. Horreur à la maison. J'avais 10 ans et j'étais seul à la maison. C'était pas vraiment un problème parce que nous vivions dans une petite ville. Mes parents étaient chez ma grand-mère et je n'avais pas pu les accompagner parce que j'étais malade. Il était environ 21h quand je suis allé me coucher. Ma chambre était très petite et n'avait qu'une seule fenêtre qui faisait face à mon lit. Oui, cette fenêtre me faisait toujours peur parce que quand vous êtes petite, votre imagination peut parfois s'emballer. Mais cette nuit-là n'était malheureusement pas mon imagination. Comme je vous le disais, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un hurlement très fort venant de l'extérieur. C'est très effrayant, mais j'ai essayé de rester silencieuse pour que je puisse écouter ce qui se passait. En vrai, il s'est rien passé d'autre, justement. Tout était très calme, beaucoup plus calme que la normale en fait. Le temps est passé et tout semblait être rentré dans l'ordre. J'ai donc essayé de me rendormir. 1 heure plus tard, j'ai entendu à nouveau le même hurlement. Mais cette fois-ci, il semblait beaucoup plus proche. Je me suis figé. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais même pas bouger. 30 minutes plus tard, de nouveau, le même cri. À ce stade, j'étais sur le point de pleurer. Je sais pas pourquoi, mais ce hurlement n'était pas juste un hurlement. Non. C'était suraigu et tellement glauque. Après 15 très longues minutes, j'ai vu quelque chose au niveau de la fenêtre. C'est une femme, très maigre. Elle semblait tellement heureuse,
pour je ne sais quelle raison. Elle souriait. Et son sourire était tellement large et flippant. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer. Elle s'est remise à crier. J'étais absolument horrifié. Elle me regardait en souriant et en hurlant pendant toute la nuit. Le lendemain matin, mes parents sont rentrés et je leur ai tout raconté. Ils ont aussitôt appelé la police. Un des agents a découvert que ma fenêtre était fissurée. On n'aurait pas dit que c'était le résultat d'un coup physique direct, mais plutôt provenant des cris suraigus. Une vraie histoire de fantôme. J'étais à l'anniversaire d'un ami, il était 23h. Après la soirée, j'ai ramené mes amis chez eux, à 2 heures de voiture de là où nous étions. Nous sommes passés par leur village, qui était plutôt grand, où la plupart des habitants étaient riches. Il y avait une rue, là-bas, elle faisait environ 500 mètres et elle était incroyablement sombre et sinistre. La voiture que je conduisais était une Toyota qui avait 11 places assises, et nous n'étions que 3 à l'intérieur. Je traversais cette rue effrayante, mais j'étais tout de même mal à l'aise, car il faisait sombre et la route était bordée de grands arbres et de buissons aux formes étranges. Il n'y avait aucune lumière en dehors de mes phares. J'ai déposé mes amis chez eux et j'ai repris la route. Maintenant que j'étais seul, j'étais encore plus effrayé de traverser cette même route glaçante. Mais je n'avais pas le choix. Il n'y avait aucun autre chemin intérieur. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai essayé de ne pas penser à mon inquiétude. Soudainement, j'ai senti la température chuter brutalement. Ce n'était pas la clim, et j'ai senti des fourmillements sur ma nuque. J'ai regardé dans le rétro et j'ai vu quelque chose sur la banquette arrière qui me regardait. C'était une femme. Elle était vêtue de blanc. Il avait des yeux rouges. J'étais tellement terrifié que j'ai accéléré et le moteur a rugi en réponse. Il y avait plusieurs dodanes sur le chemin, mais je m'en fichais. J'avais trop peur pour réfléchir de manière rationnelle, je voulais juste m'éloigner. Je suis finalement arrivé à mon immeuble et je me suis précipité dans le bureau de garde pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils m'ont avoué qu'il y avait vraiment un fantôme sur cette route. Un jour, un tricycle passait par là et une femme l'a arrêté pour lui demander si elle pouvait l'emmener. Le chauffeur a accepté et lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, le chauffeur s'est tourné vers la femme et il a été choqué de découvrir qu'elle avait disparu. Mais mon ami m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose dans cette rue il y a plusieurs années. Une fille avait été brutalement assassinée et abandonnée là-bas. Maintenant, à chaque fois que je suis seul la nuit, je demande à quelqu'un de m'accompagner. Parce que je ne veux plus jamais conduire seul. Je veux pas prendre le risque de revoir ce fantôme. Mais j'espère quand même qu'elle trouvera la paix un jour. Attention vieil homme. Il était environ 17h30, je marchais dans la rue en direction du dortoir où je vivais, étant donné que ma maison était dans une autre ville que mon école. Il n'y avait que 3 ou 5 passants dans cette rue à ce moment-là. En marchant, j'écrivais à mon petit ami pour lui demander si je pouvais passer le voir ce soir-là. J'avais un projet à rendre et mon ordinateur me faisait la misère. Il ne voulait plus s'allumer, j'espérais donc pouvoir emprunter le sien. En levant les yeux de mon écran, j'ai vu un vieil homme qui marchait vers moi. La rue était étroite, je me suis donc arrêté et je me suis mis sur le côté pour lui faire de la place. Mais il a fait la même chose. J'ai ri nerveusement en me poussant de l'autre côté et il m'a encore une fois copié. Je commençais à devenir vraiment nerveuse. Excusez-moi, j'ai marmonné. J'ai essayé de m'éloigner de lui mais il continuait de me bloquer le chemin. Puis, il a éclaté de rire et s'est éloigné. Je me suis senti soulagé, je me suis dépêché de le dépasser. Et c'est là qu'il a commencé à piétiner le sol. Surpris, je me suis retourné et il a de nouveau ri. Je pensais que c'était juste un vieil homme fou et j'ai tout raconté à mon copain et il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai donc dit de ne pas s'inquiéter. Aux alentours de 19h, j'étais à l'arrêt en attendant que l'un d'eux arrive. Comme j'allais chez mon petit ami, c'était à 45 minutes de là où j'étais. Après une attente de 30 minutes, un jeepney est arrivé avec seulement 5 passagers. J'ai sauté à l'intérieur et il est parti. Un par un, les passagers sont descendus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Déposez-moi au terminus, s'il vous plaît, j'ai dit. Le chauffeur n'a pas dit un mot, il a juste continué à conduire. Quand nous sommes enfin arrivés au terminus, il ne s'est pas arrêté. Déposez-moi ici, s'il vous plaît, je lui ai répété. C'est là que j'ai remarqué son visage. C'était le vieil homme de la rue. J'ai paniqué. L'homme me regardait en souriant. J'ai immédiatement appelé mon copain, mais il ne répondait pas. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je sauter de la Jeep? Puis soudainement, un groupe d'amis a hélé le véhicule et il s'est arrêté. Je suis immédiatement descendu et je me suis enfui. Le groupe avait dû me prendre pour une folle, mais je m'en fichais. J'ai appelé à nouveau mon copain et il a enfin décroché. Je lui ai tout raconté, ce qui s'était passé. Il est venu me chercher en voiture. Depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais laissé voyager seul le soir. Je ne suis pas seul chez moi. Je venais de rentrer à contre-cœur d'un long voyage de vacances au Japon, après avoir goûté une cuisine délicieuse sans pareil, visité un pays magnifique et passé du temps avec des gens formidables. Inutile de dire que j'étais un peu déprimé à l'idée de rentrer chez moi. Le premier jour de mon retour à la maison, je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis évanoui avant de faire quoi que ce soit d'autre. En fait, je n'avais pas l'énergie de faire autre chose. C'est probablement pour cette raison que je n'ai pas remarqué les indices subtils qui indiquaient que ma maison n'était pas aussi solitaire que je le croyais. Des heures plus tard, je me suis réveillé au milieu de la nuit, au son de bruit de pas précipités et du grincement de plancher. Naturellement confus, je suis sorti du lit et me suis dirigé vers le couloir qui reliait à la fois le salon et la cuisine. Prudemment, je me suis frayé un chemin
chemin de l'obscurité, tâtonnant le mur à côté de moi pour trouver l'équilibre dans mon état de fatigue alors que je marchais péniblement. J'ai cependant commis l'erreur fatale de marcher sur l'une des planches les plus bruyantes du couloir, alertant quiconque ou quoi que ce soit qui se cachait dans l'ombre de la pièce voisine. Je me suis arrêté, tout comme l'entité dans la pièce voisine, avant qu'un souffle d'air ne se fasse entendre, alors qu'il se retirait dans la crevasse d'où il était sorti. Prenant une gorgée d'air nerveuse, je suis entré dans le salon, et j'ai allumé la lampe à proximité qui éclairait faiblement la pièce. En regardant autour de moi, je n'ai pas repéré une âme, mais plutôt certains de mes meubles qui étaient dérangés. De plus, 2 de mes armoires de cuisine étaient légèrement entr'ouvertes. Déconcerté, mais sur mes gardes, je suis allé les fermer tous avant de réajuster mes meubles, moment auquel je me suis détendu. J'ai attribué les bruits et mouvements étranges à mon cerveau en décalage horaire et j'ai haussé les épaules, décidant de simplement retourner au lit. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, mais je n'ai pas eu cette chance. Avant d'entrer dans le couloir menant à ma chambre, j'ai vu que le grand couvercle métallique de la grille d'aération au-dessus du canapé avait disparu. En levant les yeux vers lui, j'ai marmonné. Qu'est-ce que... Avant qu'un visage tordu, rempli de dédain abject pour mon existence n'apparaisse. Surpris, je suis tombé au sol et j'ai commencé à ramper, en entendant l'homme commencer à crier de manière incohérente, tout en se laissant tomber sur le canapé. J'ai regardé avec horreur ses articulations craquer sous son sweat à capuche en lambeaux et son jean très taché. Il m'a regardé fixement, silencieux maintenant, avant de brandir un couteau de sa poche arrière et de le pointer vers moi. « Ma maison, maintenant, la mienne, tu l'as quittée, elle est à moi !» a-t-il crié d'une voix pâteuse en se précipitant vers moi. J'ai rampé à la hâte vers ma chambre et j'ai claqué la porte derrière moi et je l'ai verrouillée. Alors qu'il commençait à enfoncer sa lame dans la porte, me criant de mourir. En tremblant, j'ai appelé la police et j'ai sangloté en leur racontant ce qui se passait. Heureusement, on m'a dit qu'une voiture de patrouille était à proximité de mon quartier, qu'il serait chez moi dans quelques minutes. J'étais au téléphone et j'ai pris une batte de baseball, au cas où ce crétin dérangé défoncerait ma porte. Quelques minutes horribles plus tard et la police est arrivée. Et après une lutte rapide mais violente, ils ont réussi à maîtriser l'intrus. Après l'avoir fermé sur le siège arrière de la voiture de patrouille, les policiers ont inspecté ma maison et ont découvert que l'homme avait apparemment vécu là pendant mon absence. Mais pas seulement ça, il semblait qu'il séjournait chez moi sans que je le remarque depuis quelques mois. Selon la police, ils ont trouvé des papiers coincés sous le canapé qui n'étaient remplis que de divagations incohérentes sur la façon dont il prévoyait de me tuer un jour, le moment venu. Les dates, à côté de chaque entrée, étaient antérieures à mon voyage au Japon, d'un laps de temps inconfortable. Et je suis franchement heureux d'être en vie et soulagé que la situation ait été résolue si rapidement. Mais malgré tout, je m'assure de vérifier 3 fois les serrures de ma maison après ce petit incident.